Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous du webinaire juridique de la FGTAFO. J'espère que vous allez bien et on vous remercie d'être là pendant votre heure du déjeuner avec Maître François-Xavier Emmanueli. On va donc animer une session sur la rupture conventionnelle et tout ce que vous devez savoir sur le sujet. On va attendre encore une petite minute et puis ensuite on va se lancer. Et en attendant que François-Xavier nous partage tout ce qu'on doit savoir en tant que salarié, je vais vous inviter à voir si tout fonctionne bien dans l'espace conversation de votre chat. Et pour ce faire, je vous propose de nous mettre un petit mot, un bonjour, et puis pourquoi pas de quel secteur d'activité vous venez. Comme ça nous donnera un petit peu une tendance. Donc voilà, je vous invite à faire ça pendant une petite minute. Et en l'occurrence, vous pourrez poser toutes vos questions depuis ce chat à François-Xavier, à Maître François-Xavier, sur les sujets qui vous intéressent. Ah bah voilà, super, je vois que ça fonctionne bien. Ok, et bah parfait. On va démarrer, François-Xavier, Avec plaisir. si Bon, tu le souhaites. bah, maintenant, parfait. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis François-Xavier Emmanueli du cabinet CRD Emmanueli. On a un cabinet de 10 avocats, spécialisé en droit du travail. Donc, pareil, c'est le cabinet qui s'occupe aussi des consultations juridiques sur la plateforme Avantage le vendredi. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous le vendredi pour des consultations juridiques spécifiques à votre situation. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la rupture conventionnelle. Je pense que vous savez tous grandement ce que c'est, mais il y a des vraies spécificités à connaître et à savoir. Donc, ce que je vous propose, c'est on va dérouler ensemble qu'est-ce que c'est qu'une rupture conventionnelle, quand est-ce qu'elle peut être conclue, comment elle est conclue, comment est-ce qu'on détermine le montant d'une rupture conventionnelle, comment elle est validée ou invalidée, est-ce que ça peut se contester, c'est quoi les incidences fiscales, les incidences au niveau de l'assurance chômage, et un point aussi qui est important, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions que la rupture conventionnelle et qui peuvent être peut-être plus avantageuses ou en tout cas envisagées dans le cadre d'une négociation de rupture. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez à m'interrompre pour que je puisse y répondre si c'est dans le thème ou éventuellement les reprendre plus tard, le mettre dans l'onglet conversation. Donc, la rupture, la rupture conventionnelle, elle est prévue. Donc, si vous voulez regarder sur Légifrance, c'est les articles L 1237-11 à 1237-16 du Code du travail. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces articles? Ils disent l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord de la rupture du contrat de travail. Alors, la base, l'élément fondamental, c'est d'un commun accord. Ça, c'est vraiment, il faut que ce soit conjoint, avec une volonté des deux parties. Premièrement, deuxième élément clé, c'est que ça ne peut se faire que pour un CDI. Ce n'est pas possible pour un CDD. Et c'est impossible également de le faire quand c'est pour détourner des règles spécifiques prévues pour certaines ruptures de contrat de travail. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une rupture conventionnelle pour détourner les règles et les avantages liés à un licenciement éco, à un plan social ou autre. Donc, la rupture conventionnelle individuelle, c'est vraiment un salarié avec l'employeur qui vont dire conjointement, on est d'accord tous les deux pour rompre le contrat de travail. Il faut que cette rupture conventionnelle, elle intervienne dans un cadre, en théorie, en principe, apaisé et soit l'émane d'une demande du salarié. Bonjour, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de partir, de rompre mon contrat de travail. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une rupture conventionnelle? L'employeur, il peut proposer aussi. Mais en revanche, en fait, si vous voulez, ça reste un contrat. C'est comme un avenant au contrat, comme même un contrat classique en manière civile ou commerciale. Et donc,
la rupture conventionnelle, elle va être invalidée si on met en avant un vice du consentement. Donc, il faut pas, les vices du consentement en droit, c'est erreur, dol, violence. L'erreur, c'est je n'avais pas compris que je signais une rupture, que je signais la rupture de mon contrat de travail. Et le dol, c'est on m'a caché des informations. Et la violence, c'est on m'a forcé à signer. Le dol, on m'a caché une information, ça va être quoi? C'est par exemple, l'exemple un peu typique, ça va être on me propose de signer une rupture conventionnelle ou moi je suis pour signer une rupture conventionnelle, mais on ne m'a pas dit qu'il y avait un plan qui allait être mis en place dans 2 mois ou 3 mois avec des conditions beaucoup plus avantageuses que ma rupture conventionnelle. Donc l'employeur, en fait, lui, sait très bien il va faire un plan avec des conditions avantageuses et il le cache aux salariés, il ne le dit pas. Donc ça, par exemple, ça pourrait être considéré comme une réticence dolosive, un dol, c'est une dissimulation. Une violence, la violence, c'est un salarié qui va être soumis à une pression dans une situation de harcèlement ou sous la menace d'un licenciement et qui va se voir en réalité contraint d'accepter la rupture conventionnelle. On ne signe pas, je vais faire une expression très imagée, hein, excusez-moi, mais on ne signe pas avec un pistolet sur la tempe, en réalité, en clair. Euh, donc, et quand on veut contester derrière une rupture conventionnelle, c'est le seul moyen, en fait. Quand on veut contester cette rupture, il va falloir démontrer que le consentement a été vicié. Donc, je ne savais pas ce que je signais. On m'a caché des informations clés qui auraient fait que je n'aurais pas signé à ces conditions ou je n'aurais pas signé. Ou alors, j'ai subi une pression telle, c'était tellement dans l'œil du cyclone que j'ai été contraint à la signature. Euh, je me prenais des avertissements en permanence. Je me trouvais dans une situation de harcèlement. On me disait soit tu signes ta rupture conventionnelle, soit tu vas avoir un licenciement pour faute grave, ou tu vas être placardisé, tu n'auras plus de poste, donc signe là. Ce qui vous arrive, c'est celui qui invoque ce vice du consentement au moment de la rupture conventionnelle qui doit le prouver. Donc, ça peut être des témoignages, un contexte particulier, mais la jurisprudence admet, les tribunaux annulent des ruptures conventionnelles dans ces conditions. C'est pour ça que souvent, un employeur, au moment de la signature, va demander, ou quand il y a une discussion pour dire on va conclure la rupture conventionnelle, il va souvent demander au salarié de marquer son souhait par écrit et sans jamais avancer des difficultés d'exécution dans le contrat. Euh, C'est-à-dire qu'un employeur, si vous lui écrivez en lui disant je souhaite bénéficier d'une rupture conventionnelle parce que je suis harcelé, il va pas, normalement, en principe, il va refuser de signer cette rupture conventionnelle. Il va vous dire, il faut me faire un mail me disant, je souhaite faire un changement de vie pour des raisons personnelles, je souhaite quitter mon poste, est-ce que vous accepteriez de faire une rupture conventionnelle? Jennifer, est-ce qu'on pourrait partager le formulaire de rupture conventionnelle? Bien entendu, François-Xavier. Hop. Ça va nous permettre de dérouler toutes les grandes étapes de la rupture conventionnelle. Ce formulaire, on va le dérouler ensemble. Donc, en réalité, quand on a fait une demande de rupture conventionnelle et que l'employeur est, en tout cas, d'accord sur le principe ou en tout cas pour discuter, vous allez vous rencontrer pour négocier cette rupture conventionnelle. Et au final, cette négociation de la rupture conventionnelle, elle va arriver à remplir le document que vous voyez partagé et euh, pour arriver au montant et aux conditions de sortie. Donc, comme vous voyez, c'est un CERFA qui est rempli donc au nom de l'employeur avec son nom, sa raison sociale, le siège, le code postal, le téléphone et le courriel. Après, vous avez la partie salarié qui concerne le salarié. Donc, madame, monsieur, nom, date de naissance, code postal, son emploi. Donc, le courriel, c'est impératif parce qu'en fait, les échanges avec la directe se font par mail. Donc là, vous voyez, il faut mettre le téléphone, le courriel. Après, vous arrivez dans des éléments un peu plus techniques qui vont permettre à la directe
de contrôler et de fixer les montants. Stop, stop, Jennifer, merci. Donc, on va vous mettre la convention collective applicable pour vérifier, en fait, la convention qui s'applique à la situation du salarié et éventuellement les montants d'indemnité minimale. L'ancienneté doit être indiquée parce qu'elle va permettre de déterminer également cette indemnité. Et vous avez la case des salaires. Donc, les cases des salaires, qu'est-ce que c'est? Là, on va vous mettre les 12 derniers mois. On vous demande de mettre les 12 derniers mois du salarié. Au moment où on signe la rupture conventionnelle. Donc, parfois, vous allez voir, la rupture conventionnelle peut prendre effet 4 mois plus tard. Ben, ce n'est pas grave, on remplit à la date où on signe le formulaire. Et on met les 12 derniers mois bruts et tous les éléments de rémunération brute. Donc, on met le salaire de base, les heures sup, une prime exceptionnelle, et ainsi de suite. En remontant ces 12 mois, on va faire la calcul entre qu'est-ce qui est le plus favorable entre les 12 et les 3 derniers mois. Vous voyez, rémunération mensuelle brute moyenne, moyenne la plus élevée, entre les 12 ou les 3 derniers mois. Donc, on va choisir la moyenne la plus favorable. Je vous rappelle que si le salarié est en arrêt maladie, on doit reprendre les salaires antérieurs à l'arrêt, ou alors s'il est en arrêt maladie depuis très longtemps ou s'il y a une anomalie, on reconstitue le salaire comme s'il était effectivement en poste pour arriver au salaire le plus cohérent. Donc là, on va arriver à un salaire moyen brut, et donc ce qui va permettre de connaître ce salaire moyen, d'avoir l'élément de calcul de l'indemnité conventionnelle, de l'indemnité de rupture conventionnelle, de savoir qu'est-ce qui doit être le minimum, quel doit être le minimum de l'indemnité de rupture. Donc, la deuxième partie du formulaire, exactement, c'est ça. Voilà, stop. Merci, Jennifer. Donc, vous avez les déroulements des échanges pour arriver à la rupture conventionnelle. Donc, en réalité, pour signer une rupture conventionnelle, il faut à minima un entretien. Donc, on va vous demander d'indiquer quand est-ce que vous êtes entretenu avec quand est-ce que le salarié et l'employeur se sont entretenus pour signer cette rupture conventionnelle. Et vous allez devoir indiquer donc la date de cet entretien et est-ce que le salarié est assisté. Donc, il peut être assisté tout comme c'est exactement de la même manière qu'un entretien préalable à sanction ou à licenciement. Donc, quelqu'un, soit dans les entreprises où il n'y a pas d'élu, quelqu'un de l'entreprise, un salarié et un conseiller du salarié. S'il y a des élus, un élu du personnel ou un salarié de l'entreprise. L'employeur, c'est pareil, il peut être assisté tout autant. En revanche, pas possible d'être assisté par un avocat, par exemple, ou par un expert comptable. C'est les règles classiques en la matière. Il faut bien préciser les noms et en fait, ces entretiens, concrètement, sur quoi ils portent? Ils vont porter sur le montant de l'indemnité de rupture et la date de sortie. Il peut y avoir un entretien et la signature à la fin de cet entretien. Donc, le formulaire de rupture et la date de l'entretien peuvent être la même date. Ça peut être signé à la fin de l'entretien en disant, bon, en fait, on a négocié pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, on est tombé d'accord à la fin et on a rempli le formulaire ensemble et on a signé. Mais comme il peut y en avoir un, deux, trois, quatre, et ça peut être des dates différentes, les entretiens sont marqués antérieurement. Sur la technique de négo, sur la négo de base, ce dont il faut avoir conscience, après c'est difficile de faire une systématisation et de dire que c'est toujours de cette manière-là, mais alors, il y a une question, on me demande si le premier entretien peut être assisté, car chez nous, c'est qu'au deuxième rendez-vous. Le salarié peut refuser le rendez-vous s'il n'est pas assisté, oui, bien sûr. L'entretien, c'est de droit. C'est de droit d'être assisté, c'est dès le premier rendez-vous. En réalité, concrètement, comment ça se passe en théorie, hein? Il y a un employeur qui veut L'employeur qui voudrait bien faire les choses, qu'est-ce qu'il fait? C'est un salarié qui vient le voir. On va partir du principe que c'est le salarié qui demande. Le salarié vient le voir en disant, bon, bah, moi, je veux changer de voie de carrière, donc je veux bénéficier d'une rupture conventionnelle. L'employeur, il va lui dire, bah, OK, fais-moi un mail.
Donc, bonjour, je veux une rupture conventionnelle. Là, normalement, si l'employeur il fait bien les choses, il va lui répondre en lui disant, très bien, j'ai bien reçu ton mail, je ne suis pas opposé à l'idée. Je te propose que nous nous rencontrions le 16 octobre à, au siège à telle heure. Je te rappelle que tu peux être assisté lors de cet entretien par un élu ou par un salarié de l'entreprise. Je te remercie de me l'indiquer par avance afin que je puisse éventuellement être assisté. En fait, la voie royale, c'est ça. C'est normalement, il faut toujours indiquer au salarié qui peut être assisté. Parce que le salarié, si derrière, il vient de dire j'ai eu du dol, on m'a caché de l'information, on m'a obligé à signer sous la pression. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Pour l'employé, l'employeur est beaucoup plus protégé s'il lui dit, bah, moi j'ai dit qu'il pouvait venir assister, ou s'il est assisté, c'est quand même plus difficile d'aller dire qu'il a signé sous la pression. Il y a une autre question sur le rachat de CDT, est-ce que c'est pris en compte dans les 12 derniers mois? Oui, tout ce qui est de la rémunération et qui est intégré dans la partie haute de votre bulletin de paie rentre dans la REM. En revanche, c'est intéressement, participation, remboursement de frais professionnels, genre indemnité tenue et tout ça, ça rentre pas. Tout ce qui n'est pas soumis à charge sociale, mais tout ce qui est soumis à charge sociale, ça rentre. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux, si c'est une grosse année, on a fait beaucoup d'heures sup, du travail le dimanche ou des éléments comme ça, eh ben, on va bénéficier d'une rémunération mensuelle moyenne beaucoup plus forte, mais ça marche pour tout, hein. Ça marche pour l'indemnité de départ en retraite, ça marche pour l'indemnité légale de licenciement, ça marche pour plein d'éléments. Euh, donc, au cours de cet entretien, la technique de négociation, un mot que je voulais vous dire, c'est en réalité, il est sûr que si on arrive devant un employeur, après, ça dépend des employeurs, c'est difficile de faire une systématisation, mais quand on arrive devant un employeur en lui disant euh, s'il vous plaît, soyez sympa, je veux changer de carrière, je veux une rupture conventionnelle. L'employeur, il va déjà dire qu'il est sympa de faire une rupture conventionnelle. Oui, c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, je suis déjà sympa d'accepter le principe de la rupture conventionnelle, donc elle est au minimum. En, en réalité, même si ça ne doit pas être comme ça par écrit, mais à l'oral, on est beaucoup plus fort dans la négociation. Si on arrive en disant, bah, moi, il y a telle anomalie dans mon contrat, il y a telle anomalie dans mon exécution, j'ai fait part à plusieurs reprises, je, je ne me sens plus, mais je suis prêt à partir en rupture conventionnelle. Si on invoque des manquements ou s'il y a des difficultés dans l'exécution du contrat de travail, forcément, vous êtes en position plus forte pour les négocier une indemnisation, ou en tout cas une indemnité de rupture plus haute que si vous arrivez en disant c'est juste parce que je veux changer de carrière et je voudrais l'assurance chômage. Là, vous avez toutes les chances que l'employeur vous regarde en vous disant bon, bah, je te mets au minimum. Alors que si on invoque des manquements avérés au contrat, il y a beaucoup plus de chances que l'employeur soit enclin à donner une indemnisation plus forte. Euh, alors, si on peut continuer à descendre le formulaire. Alors, rupture suite accident du travail, quel droit? Je ne vois pas trop. En fait, la rupture conventionnelle peut être faite n'importe quand. Que ce soit je sois en AT, que je sois en arrêt maladie, d'origine professionnelle ou non professionnelle, que je sois en congé mat, que je sois en poste, en sans solde, en congé parental. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est juste, est-ce que j'ai un intérêt à signer une rupture conventionnelle quand je suis en AT ou que je vais être reconnu comme maladie professionnelle et si je me prends une inaptitude, je vais avoir l'indemnité de licenciement doublée mon préavis. Il faudrait qu'au moins ma rupture conventionnelle tienne compte de ces éléments pour que ça ait un intérêt. C'est sûr que ça va plus vite, mais c'est de la négo. Mais la rupture conventionnelle, il n'y a pas de limite. On peut même signer une rupture conventionnelle en congé mat, alors qu'on est on est en protection contre le licenciement. Le montant brut de l'indemnité de rupture conventionnelle, donc c'est le montant que vous allez négocier en direct, avec l'employeur pour la rupture du contrat de travail. Ce montant, donc on va se servir du salaire de référence
calculé à la page d'avant, qu'on a vu à la page d'avant avec les 12 mois ou les 3 mois. Là, on a notre moyenne. Puis, on va calculer l'indemnité légale de licenciement. C'est quoi l'indemnité légale de licenciement? C'est un quart de mois de salaire jusqu'à 10 ans et un tiers par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Donc, si j'ai 13 ans d'ancienneté, c'est 3 mois et demi. 10 ans, un quart de mois par année, ça fait donc tous les 4 ans, j'ai un mois, donc ça fait 2 mois et demi. Et après 3 ans, bah, j'ai un mois en plus. Donc, par exemple, là, mon indemnité minimale, ça sera 3 mois et demi de mon salaire de référence retenu. Donc, n'importe quoi, j'ai un salaire brut de référence, on va dire qu'il gagne très bien sa vie pour la facilité du calcul, à 3 000 euros brut. Donc, ça veut dire que l'indemnité minimale de rupture conventionnelle, c'est 13 500 euros. 3 fois 3 000. Oui, excusez-moi, je suis nul en maths. 10 500. Donc, 3 fois 3, donc 9, plus la moitié, 10 500. Donc, ça serait 10 500 euros. En revanche, sur l'indemnité, il n'y a pas de limite. Il y a un minimum, il y a un seuil minimum qui est l'indemnité légale, pas conventionnelle, hein, légale, sauf pour les entreprises qui adhèrent au MEDEF et où là c'est le conventionnel. Mais donc mon minimum du minimum, c'est mon indemnité légale. Et après, en revanche, je suis sans limite. Je peux aller à 12 mois de salaire, 18 mois, 24 mois, 36 mois. Et ça, c'est en fonction de mes capacités de négociation, des griefs ou des griefs que j'ai. Quand on négocie, si vous voulez, une rupture conventionnelle, les montants, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Il y avait une question tout à l'heure sur l'AT. Bah, si j'étais en licenciement pour maladie professionnelle pour inaptitude, je sais que j'aurais une indemnité légale de licenciement doublée plus un préavis. Bon, bah, donc je dois faire ce calcul-là dans ma tête en me disant, bon, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais avoir ce montant-là. Bon, bah, pourquoi j'irais accepter autre chose dans une rupture conventionnelle où je peux accepter un petit peu moins pour aller vite, pour pas avoir toute la procédure, mais j'aurais pas j'ai aucun intérêt sinon à signer ce montant. Ou si j'arrive avec des griefs en disant euh, si je vais au prud'homme et que je vais voir reconnaître les manquements, je peux obtenir tant. Donc, je sais que je peux obtenir tant au max. Donc, ma négo, elle va s'échelonner entre ce temps max que je veux avoir au prud'homme et ce minimum de la rupture conventionnelle. Et là, je vais négocier entre les deux. Si l'employeur, en fait, il veut vous pousser à partir, il veut vous pousser à partir et qui vous licencie pour insuffisance professionnelle, qui est infondée, ou pour une faute simple qui est infondée. En fait, lui, il va être obligé de faire une procédure de licenciement et il va être obligé de vous payer l'indemnité légale plus le préavis et les congés payés sur ce préavis. Donc, si pour lui, ça l'arrange de faire une rupture conventionnelle, il n'y a pas de raison qu'il ne vous verse pas ces sommes-là. Donc, en réalité, il faut déjà demander de base, moi, je veux mon indemnité de rupture, plus le préavis, plus les congés payés sur ce préavis. C'est 10% des sommes allouées au titre du préavis. Donc, par exemple, donc pour reprendre tous les calculs, parce qu'on me demande de reprendre tous les calculs. Oui, et puis je vais les noter. Tu vas aller doucement et puis je vais les noter dans les Aïe, commentaires. aïe, aïe. Allez. Ok, très bien. Donc, on, on va partir du principe que une fois que j'ai fait mon calcul de mon salaire de référence, j'arrive à 3 000 euros brut. Donc ça, c'est mon salaire de référence. J'ai 13 ans d'ancienneté. Enfin, j'ai 14 ans d'ancienneté, pardon, pour le bénéfice pour l'exercice. Donc, on me dit, c'est un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 Un ans. quart de mois de salaire. Par année d'ancienneté, jusqu'à Ok. 10 ans. Donc, ça fait un quart fois 3 000 fois 10. Un quart fois 3000 fois 10. Donc là, en réalité, ça fait 2 mois et demi. Un quart, tous les 4 ans, ça fait un mois de salaire, vu que c'est un quart. Euh,
D'accord? Donc là, vous allez arriver jusqu'à 10 ans, vous êtes à 2 mois et demi, exactement. Et après, en fait, j'ai dit que j'étais à 14 ans d'ancienneté. Pour toute année, au-delà de 10 ans, c'est un tiers de mois à chaque fois. Pour chaque année, c'est un tiers de mois. Donc, c'est tous les 3 ans, un mois. Donc, dans mon exemple, je suis à 3 mois et demi. 3 mois et demi de 3 000 euros, ça fait donc 10 500 euros. Donc, l'indemnité minimale, c'est 10 500 euros. Si je vous pose le calcul, ça fait, ouvrez la parenthèse, un quart fois 3 000, Ah, attends, ouvrez la parenthèse. Un quart quart fois fois 3 trois 000 mille. fois 10, OK. fermez la parenthèse, plus un tiers fois 3 000 fois 3. Hop. Mais ça vous donne en fait le seuil minimal. Après, l'objectif, c'est d'aller chercher plus. Pour aller chercher plus, c'est dire à l'employeur, en réalité, si demain, tu veux me faire partir, tu vas, sauf à inventer une faute grave où il n'y a pas d'indemnité, il va devoir vous licencier pour insuffisance professionnelle, faute simple ou autre, il va devoir régler cette indemnité et également le préavis. Donc, dans le cadre de la négo, généralement, on peut aller chercher ce préavis. Par ailleurs, si vous avancez des manquements, dans le cadre des manquements que vous avancez, euh, l'employeur, il sait qu'en signant une rupture conventionnelle, ça va être beaucoup plus difficile pour le salarié d'aller contester au prud'homme. Donc, il va, euh, il va acheter aussi une tranquillité d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il peut payer plus. Donc là, cette somme, elle doit être indiquée en chiffres et en lettres, et on doit indiquer expressément la date de rupture du contrat de travail. Cette date de rupture du contrat de travail, il y a un délai minimal, en fait. Vous avez, en fait, quand vous signez la rupture conventionnelle, le jour où vous signez, que vous mettez d'accord sur le montant et que vous signez, il y a un délai de rétractation qui commence à courir dès le lendemain de 15 jours calendaires. Donc samedi, dimanche, ainsi de suite. 15 jours calendaires à compter du lendemain. Pendant ces 15 jours, le salarié, comme l'employeur, peut se rétracter à tout moment de la rupture co. Il suffit juste d'envoyer un mail, par exemple, une lettre commandée, une lettre mise en main propre en disant finalement, je ne veux plus bénéficier de la rupture conventionnelle. Il n'y a pas de motif à donner ou rien, et ça vaut tout de suite rétractation. Et la rupture, elle tombe. Et c'est marqué là, date de fin de délai de rétractation. Donc, en fait, on calcule le jour où on signe et on ajoute 15 jours plus 1 pour mettre cette date de délai de rétractation. Et le lendemain de la fin de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente, généralement c'est l'employeur, envoie ce formulaire de rupture à la directe, à l'inspection du travail. Et eux, ils ont 15 jours ouvrés pour valider, pour faire des observations sur ce formulaire. Donc, en réalité, quand on signe une rupture conventionnelle, il y a un délai incompressible d'au moins un mois et demi, à peu près, en visant large, avec s'il suffit qu'il y ait un jour férié au milieu en plus, mais grossièrement, il faut compter un mois et demi. Donc, quand vous allez signer un 15 septembre, vous pouvez compter qu'à peu près votre rupture, elle interviendra au 29 octobre, 30 octobre. Et donc, il n'est pas possible de squeezer ce délai. Parce qu'en plus, en tout cas le délai d'homologation, parce que c'est pas envoyé, c'est pas envoyé, c'est uploadé sur un service qui s'appelle TéléRC. Et c'est un service c'est versé sur TéléRC, et donc vous ne pouvez pas biaiser avec ce délai. Donc, une fois
euh, que, et donc pendant ce temps jusqu'à la validation, c'est pas considéré comme du préavis. Bon, le contrat de travail perdure, se maintient comme, comme la normale. Et à la fin, une fois que si la directe ne fait aucune remarque, l'employeur et le salarié par mail reçoivent une attestation d'homologation et le contrat prend fin à la date convenue. C'est-à-dire que la date convenue, ça peut être juste ce délai de 15 jours d'homologation de la directe dès le lendemain, mais ça peut être aussi 3 mois plus tard. Il y a des gens qui disent, on signe une rupture conventionnelle, là, aujourd'hui 7 octobre, mais la date de fin du contrat de travail, ça sera le 1er janvier, par exemple. En revanche, à la date convenue, le contrat prend fin automatiquement sans formalité. Et c'est à ce moment-là qu'on remet les documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, et que la somme est versée. Et que la somme est versée avec le solde de tout compte, c'est-à-dire le solde des congés, et ainsi de suite. C'est quoi les... Alors, je voulais voir avec vous les incidences sur le traitement fiscal. Alors, la rupture conventionnelle, les sommes qui sont allouées au titre de la rupture conventionnelle, elles ne sont pas soumises à impôt sur le revenu dans la limite de l'indemnité conventionnelle ou de 2 fois la rémunération annuelle brute perçue. Donc, par exemple, on va reprendre notre salarié, son indemnité conventionnelle ou légale, c'est 10 500 euros, mais il a gagné 3 000 euros par mois. Donc, ça fait 36 000 annuels. Donc, ça nous fait du 72 000 sur 2 ans. Donc, toute somme, si son indemnité de rupture conventionnelle est inférieure à 72 000 euros, il ne paye pas d'impôt sur le revenu. En revanche, il va payer de la CSG CRDS, donc 9,7% sur toutes les sommes supérieures à l'indemnité légale. Donc, en réalité, mettons, il a une indemnité de rupture conventionnelle de 50 000 euros. Il ne va pas payer d'impôt sur le revenu sur les 50 000 euros, mais il va payer, de la CGCRDS sur les 38 000 euros. Donc, il va payer 10 000, 38 000, sur 38 000, bah, grossièrement 3 500 euros à peu près de De par, CRDS. CSG CRDS. CRDS. Par ailleurs, en revanche, l'employeur, pour lui, fiscalement, c'est pas anodin parce que avant c'était 20% de charge, ça s'appelait le forfait social. Il payait 20% de charge. Maintenant, il paye 30%. Donc, si quand il va verser une somme au titre d'une rupture conventionnelle, il a 30% de charge sur ce montant en plus. Donc c'est pour ça que parfois ils peuvent traîner les pieds à une rupture conventionnelle et proposer d'autres solutions. Par rapport à Pôle emploi, comme vous le savez, il y a une carence de 7 jours minimum et qui peut aller jusqu'à 5 mois max. Toutes sommes qui sont au-delà de l'indemnité légale va entraîner de la carence. Donc, il faut en tenir compte quand même quand on fait une rupture conventionnelle. Euh, donc là, pour terminer, concernant, pour contester une rupture conventionnelle, en fait, quand on signe une rupture conventionnelle, on ne renonce pas à une action, contrairement à quand on fait une transaction. Quand on fait une transaction, on renonce l'engagement contre le paiement des sommes, c'est qu'on renonce à une action. Alors que quand on fait une rupture conventionnelle, on renonce aucunement. Alors, comme je vous disais, c'est plus compliqué d'aller contester la rupture, il faut prouver un vice du consentement. Donc, pas facile à prouver. En revanche, rien ne vous empêche
d'aller attaquer l'exécution du contrat de travail, de dire bah, moi en fait je conteste pas la rupture, je voulais signer une rupture conventionnelle parce que c'était intenable pour moi, mais je vais obtenir un dédommagement au prud'homme pour les manquements pendant l'exécution du contrat de travail. C'est pour ça, et là j'arrive à la dernière partie en disant quelles sont les autres solutions envisageables. C'est pour ça qu'il y a des employeurs généralement qui proposent, plusieurs employeurs qui proposent de faire des transactions à côté de la rupture conventionnelle, en plus de la rupture conventionnelle. Alors, la Cour de cassation dit qu'on ne peut pas transiger sur une rupture conventionnelle, donc sur la rupture. En revanche, on peut transiger sur l'exécution du contrat de travail. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Je vais signer une rupture conventionnelle au minimum. Je vais écrire à l'employeur lui disant bah, OK, on a signé une rupture conventionnelle, mais je vais t'attaquer sur l'exécution de mon contrat de travail. Et dès lors, il y a une négo qui peut se faire pour indemniser en dommages et intérêts l'exécution du contrat de travail. Et là, c'est du dommage et intérêt pur. Donc, pas de fiscalité, tant pour l'employeur que pour le salarié. Donc, pour l'employeur, c'est vraiment pas indéniable, anodin, parce qu'il va plus avoir ce forfait de 30%. Voilà. Après, est-ce que c'est la meilleure solution quand on veut rompre un contrat de travail? Parce que l'employeur, il peut aussi avoir la volonté d'optimiser et le salarié de ne pas avoir de carence pour l'emploi. Aujourd'hui, à date, la meilleure solution, la solution la plus favorable en termes fiscaux, en termes de carence pour l'emploi, ça reste quand même la conciliation devant un conseil de prud'homme. C'est-à-dire, on fait une saisine prud'homale et on concilie à la barre lors du bureau de conciliation, parce que là, il n'y a pas de fiscalité, il y a une fiscalité extrêmement réduite et il n'y a pas de carence pour l'emploi. Voilà ce que je pouvais dire, hein, Jennifer. C'est déjà. Merci François-Xavier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah bah voilà, il y a une petite Alors, y question a-t-il qui un vient nombre de d'arriver. refus autorisés de la part de l'employeur? Bah non, non, non. Alors, c'est le principe du contrat, justement. C'est comme un salarié peut pas être. Peut pas un salarié peut pas exiger une rupture conventionnelle et comme un employeur ne peut pas être contraint à l'accepter. C'est là où la négo commence, c'est dire je suis en souffrance à mon poste, je suis en souffrance à mon poste, il y a des manquements. J'ai pas envie d'aller au prud'homme, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me quitter fâché de faire un contentieux. Donc, je te propose de faire une rupture conventionnelle. Après, si tu refuses et que tu ne me laisses pas le choix, je vais y aller. Mais c'est justement, ça permet de négocier de manière plus forte. Donc, généralement, quand on demande une rupture conventionnelle et qu'on cherche un montant, c'est généralement, si on veut aller tirer des montants un petit peu plus importants, c'est bien d'aller viser quand même quelques griefs. Ah oui, j'ai pas parlé des élus, excusez-moi. Quand on est salarié protégé, c'est pas le même mécanisme. C'est un CERFA particulier. C'est un CERFA particulier et vous passez par l'inspection du travail. Donc, c'est 2 mois. Euh, donc, la rupture conventionnelle va être soumise à l'inspection du travail qui doit la valider directement. Donc, normalement, il est censé entendre l'employeur et entendre le salarié protégé. Et c'est l'inspecteur du travail qui va valider officiellement l'ARC. Moi, j'ai déjà vu des cas où l'inspecteur du travail la refuse en disant que en fait, c'est notoire qu'il y a un dialogue social très dégradé dans l'entreprise et que lui, il estime, même si le salarié dit le contraire, que c'est fait sous la pression et donc il refuse d'homologuer la rupture conventionnelle. Donc, en soi, les délais sont-ils plus grands pour des élus? Ça dépend, ça peut être plus rapide. Ça peut être en 15 jours si l'inspecteur du travail répond vite, en fait, en réalité, parce on est dépendant de la réponse de l'inspecteur du travail. Donc, ça peut être 15 jours, ça peut être un mois, ça peut être un mois et demi, ça peut être 2 mois maximum. Parce que s'il ne répond pas au bout de 2 mois, ça vous refuse. Donc, voilà. Il y avait quoi comme autre Olivier question? posait la question, la durée du prud'homme peut être long? Point d'interrogation. Eh ben, la durée des prud'hommes, ça va dépendre du prud'homme que vous saisissez. Malheureusement, il y a des prud'hommes qui sont plus encombrés que d'autres. Donc, ça, c'est aléatoire. Je pense que c'est utopique de croire qu'on peut obtenir un jugement au prud'homme en moins de 6-7 mois pour les plus rapides et plutôt 18-24 mois pour les plus longs. Bon, on va dire que c'est à peu près la fenêtre, hein. 6-7 mois vraiment au plus rapide et 24 mois au plus long. L'indemnité supralégale entraîne de la carence, comme l'a
RC, c'est-à-dire, je ne suis pas certain de comprendre la question. C'est-à-dire, comme je disais, quand en rupture conventionnelle, tout ce qui va être au-delà de l'indemnité légale entraîne de la carence. C'est pareil aussi dans une transaction. Le seul moyen d'éviter la carence, c'est de concilier devant le bureau de conciliation. On définit quoi par la carence? La carence, c'est le décalage. Pardon, je ne l'ai pas expliqué. La carence, c'est quand c'est un délai d'indemnisation par Pôle emploi. Quand on s'inscrit à Pôle emploi, on n'est pas indemnisé forcément immédiatement. Il y a 7 jours de principe où c'est décalé, et ça peut aller jusqu'à 5 mois. Donc, c'est si on a des congés qui ont été payés, qui n'étaient non pris, qui ont été pris, euh, ou est-ce que, et ça peut aller jusqu'à 5 mois si on a touché des indemnités supralégales. C'est pas qu'on est indemnisé moins longtemps, c'est juste que le démarrage de l'indemnisation est décalé dans le temps. Il y a un moment calendaire favorable pour une RC. Je pense pas qu'il y a un moment calendaire. Le moment calendaire, le moment calendaire pour le meilleur moment pour signer une RC, c'est quand on a c'est quand c'est une période où on a fait beaucoup d'heures supplémentaires, ou en tout cas on a un salaire moyen qui va monter, parce que c'est ça qui va faire monter l'indemnité de rupture minimale. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux le faire quand on a fait beaucoup d'heures sup dans les derniers mois, et on a travaillé les dimanches par exemple, ou des choses comme ça. C'est le meilleur moment, c'est quand on a un salaire, voilà, ou une grosse prime sur les 3 derniers mois. Si on a fait beaucoup d'heures sup sur les 3 derniers mois, parce que attention, si c'est un 13e mois qui est versé dans les 3 derniers mois, il doit être relissé, hein, si c'est une prime annuelle. Voilà. Ok. Eh ben, Eh écoutez, ben, merci merci beaucoup beaucoup. de m'avoir écouté. J'espère Merci que à j'ai toutes et été tous. clair. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Oui, la plateforme Avantage pour les consultations juridiques. c'est ça. Je serais ravi d'échanger avec vous si vous Tous avez des les questions plus vendredis. spécifiques. Exactement. Et voilà, on se contente pas tous les vendredis de répondre juste au droit du travail, mais aussi à plein d'autres domaines de compétences du cabinet, autour de la famille, autour de la consommation, des contrats, enfin plein de choses, voilà, le droit des étrangers, etc. Donc n'hésitez pas, ça c'est sur www Avantage pour tous. N'hésitez pas aussi à aller consulter le site de la FGTAFO, bien entendu, que vous connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le consulter www.fgtafo.fr. Et puis, un petit message que vous devez partager, que je partage actuellement. Voilà, il y a bientôt les élections TPE. Donc, n'hésitez pas évidemment à vous-même à voter si vous faites partie d'une très petite entreprise ou que vous êtes salarié du particulier employeur. Et puis, si ça n'est pas le cas, eh ben, n'hésitez pas à faire voter votre entourage et les gens que vous connaissez. On vous souhaite une très bonne après-midi. Merci encore une fois de notre part et de la part de la fédération d'avoir participé à ce webinaire. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire, je crois, hein, François-Xavier. Avec plaisir. À On vous bientôt. dit ça sur les réseaux sociaux. À très bientôt. À Bonne journée, bientôt. au Au revoir. revoir.